Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour, je suis Émilie Girard, historienne pour l'usine à Histoire et membre de la Société. Nous sommes en compagnie de Frédéric Mercure-Jolette, qui est professeur de philosophie au Cégep Saint-Laurent, actuellement en échange au Cégep de Trois-Rivières, et chercheur postdoctoral au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de la recherche scientifique. Dans l'émission d'aujourd'hui, il sera question de son ouvrage paru récemment chez McGill Queens, Réinventer Montréal, ambition et revers de trois urbanistes des Trente Glorieuses. Donc, le livre est paru en 2025. Il est issu d'une thèse de doctorat en sciences politiques réalisée à l'Université de Montréal pour laquelle, en fait, Frédéric a reçu le prix Jean-Pierre Collin du réseau Ville-Région-Monde pour la meilleure thèse en études urbaines en 2021. Donc, bonjour Frédéric, bienvenue parmi nous. Bonjour, ça me fait plaisir de pouvoir présenter mon livre à la Société historique de Montréal. Donc, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est fascinant, donc l'urbanisme à Montréal. Donc, le livre aborde la question du fonctionnement du discours urbanistique dans la métropole au cours de la période des Trente Glorieuses. Pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices qui ne le sauraient peut-être pas, serait-il possible de nous expliquer ce qu'est l'urbanisme dans ses grandes lignes et à quelle période on réfère quand on parle des Trente Glorieuses? Oui, je vais être très bref. À la fin de l'introduction, je précise qu'il y a deux grandes manières de comprendre ce qu'est l'urbanisme. La première, qui est plutôt anthropologique, c'est de dire que l'urbanisme, ce serait une sphère d'activité intrinsèque à la vie humaine sédentaire. Donc, il y aurait eu de l'urbanisme de tout temps, que ce soit dans le monde antique, voire dans l'urbanisme iroquoien avec les maisons longues. On pourrait faire cela. L'approche que je prends est un peu différente, c'est-à-dire que l'urbanisme, c'est plutôt quelque chose qui émerge avec des institutions qui s'autoproclament des institutions d'urbanisme dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, c'est une conception plus nominaliste, c'est-à-dire qu'il y a des urbanistes quand ils commencent à avoir des institutions, notamment au Québec, ça veut dire quand il y a une corporation professionnelle qui maintenant est l'ordre professionnel, quand il y a des lois qui parlent d'urbanisme. Donc, c'est un peu tardif, la naissance de l'urbanisme au Québec par rapport à d'autres pays, on aura le temps d'en parler. Mais disons que l'urbanisme est un domaine de compétences modernes qui essaye de structurer le développement des villes, principalement à partir de codes de bâtiments, règlements de zonage, planification des infrastructures collectives comme les routes, le transport en commun, mais aussi on pourrait parler des aqueducs, des égouts. Donc, c'est le domaine d'activité qui essaie de faire des plans de développement des villes. Pour ce qui est des Trente Glorieuses, c'est la période des 30 années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette expression-là a été popularisée par un économiste français qui voulait parler d'une période de prospérité. Elle est remise en question par d'autres. J'en parle un tout petit peu brièvement dans l'introduction. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu trop triomphaliste parler de Trente Glorieuses quand, en fait, c'est une période où on a augmenté notre consommation d'énergie, de ressources naturelles. Donc, on devrait plutôt parler des 30 ravageuses. Moi, j'en ai pas nécessairement dans ce débat-là, dans le livre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une période qui a été très importante pour le développement des villes en Occident, donc les 30 années qui vont de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la crise du pétrole de 73, disons, en gros. Parfait. Puis, dans le fond, cette période-là, c'est ça, elle suscite débat, là, donc tu viens de le nommer. Puis, qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, dans cette période-là des Trente Glorieuses en matière d'urbanisme? Ouais, je dirais que mon intérêt est assez différent de ceux qui essayent de faire une relecture environnementaliste de cette période-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on a compris l'avenir de la ville au moment précis où elle était en grande transformation. Donc, comment ceux qui s'étaient donnés comme profession de penser le devenir de la ville, là, on pensait au moment où elle a été transformée de manière quand même intensive. L'historienne de l'urbanisme, Françoise Chouet, parle de cette période des Trente Glorieuses comme étant une période de construction fiévreuse où on bâtit des infrastructures collectives de manière assez intensive. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de reconstruire les discours des gens qui essayaient de comprendre ce qui advenait de la ville, essayer de la contrôler, de la planifier, puis essayer un peu de nuancer ce qu'on pense que ces gens-là ont dit, c'est-à-dire qu'on a souvent une vision un peu caricaturale, on aura le temps d'en reparler, des urbanistes des Trente Glorieuses. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qui espérait qu'il advienne les gens qui s'étaient donné comme mandat de réfléchir le développement urbain durant cette période où on a construit un ensemble de choses, réseau autoroutier, les grandes institutions scolaires, on en a construit beaucoup, ainsi de suite. Donc, comment ils pensaient que ça allait influencer le tissu urbain. Parfait. Donc, le livre qui est divisé en deux parties.
5 chapitres en tout. Donc, la première partie aborde davantage les questions méthodologiques de l'urbanisme dans le Montréal d'après-guerre, alors que justement, la deuxième partie concentre son intérêt sur 3 urbanistes, Jean-Claude Lahaye, mais aussi Claude Robillard puis Hans Blumenfeld. Alors, pourquoi avoir sélectionné ce dynamique trio, si on veut? Bonne question. C'est sûr que je veux dire, moi, quand j'ai commencé mes recherches, je savais pas nécessairement que j'allais terminer avec ces 3 urbanistes-là. Au fil de la recherche sur les politiques urbaines, les plans d'urbanisme dans le Grand Montréal dans les années 50-60, j'ai commencé à m'attarder sur ces 3 personnes-là parce qu'ils avaient une importance dans le milieu. Leurs noms reviennent fréquemment. Robillard, c'est au service d'urbanisme de la Ville de Montréal. C'est probablement un des fonctionnaires les plus importants dans l'administration municipale dans les années 50 et début des années 60, jusqu'au moment où il quitte en 64. Hans Blumenfeld, ce sera au Canada probablement les urbanistes, des planificateurs les plus respectés, qui vient travailler à la Ville de Montréal, qui enseigne à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Puis Jean-Claude Lahaye, ça va être en quelque sorte le grand réformateur qui est un peu sur tous les gros projets de réforme des politiques urbaines dans le Grand Montréal et au Québec dans les années 50-60. Donc, en gros, c'est devenu des personnages un peu incontournables. Il y en aurait eu d'autres dont j'aurais pu parler, notamment le couple Sandy Van Ginkel, Blanche Lemko-Van Ginkel. On aura peut-être le temps d'en reparler, mais fallait réduire, d'une part. Puis je m'étais donné aussi 2 autres critères, donc pas juste le fait qu'ils sont importants, mais aussi qu'ils représentent des approches un peu différentes. Donc les 3 représentent une manière de comprendre l'urbanisme, leur est propre, on aura le temps d'en reparler. Puis l'état de la littérature scientifique, c'est-à-dire que ces 3 personnes qui avaient fait l'objet d'à peu près aucune recherche en histoire. On les connaissait très peu, comparativement, par exemple, à Blanche Lemko-Van Ginkel, parce que c'est une des premières femmes à faire de l'architecture au niveau international de manière reconnue, de faire de l'urbanisme. Elle a fait l'objet de plusieurs études en histoire, en architecture, en urbanisme. Donc, c'est comme si là, j'aurais redit des choses qui avaient déjà été dites, tandis qu'avec ces 3 personnages-là, ces 3 urbanistes, j'étais vraiment en terrain quasiment non défriché sur le plan de l'histoire. Donc, ça me permettait de faire une contribution à l'étude de l'histoire de l'urbanisme puis de Montréal en prenant 3 personnages très peu connus, mais qui ont eu une importance déterminante puis qui représentent une approche, une vision qui est un peu contrastée les uns par rapport aux autres. Parfait. Oui, on va aborder un petit peu plus le parcours de chacun de ces 3 urbanistes un petit peu plus tard dans l'émission. La création du service d'urbanisme de la Ville de Montréal, c'est vraiment une nouveauté dans la gouvernance municipale au cours de cette période-là. Qu'est-ce que cet ajout-là, cette création-là nous dit sur la gouvernance de la métropole dans l'après-guerre et pendant la période des 30 Glorieuses, en fait, là? Donc, la ville se transforme, mais qu'est-ce que ça nous dit des transformations de la gouvernance municipale? Je dirais que la première chose qu'il faut noter, c'est que les fonctionnaires municipaux vont devenir une force incontournable, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Michel Dagenet, historien de l'Université de Montréal, a écrit un livre qui était sa thèse de doctorat qui s'intitule « Des pouvoirs et des hommes » sur la construction de l'administration municipale qui se termine en 1950, mais en fait en 1941, quand on crée le service d'urbanisme de la Ville de Montréal, on crée aussi 4 autres services. Puis on sent que l'administration municipale a été importante dans la gestion des soins aux plus démunis durant la grande crise des années 30 et que là, petit à petit, sa présence sur le plan, disons, des fonctionnaires s'accroît. Ils vont se syndiquer, notamment à la fin des années 30, début des années 40, les fonctionnaires municipaux. En 44, il y aura une première convention collective. Donc là, c'est vraiment un corps de travail avec une certaine forme de pérennité des employés permanents. Et le service d'urbanisme de la Montréal, qui est créé en 41, ça vient un peu entériner cette espèce de mouvement où il y aura une expertise locale, il y aura des fonctionnaires locaux à Montréal qui vont devenir en quelque sorte une force incontournable. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le directeur des services Honoré Parent de 1930 à 1948 était un partisan de l'urbanisme, considérait que c'était une manière d'améliorer la gestion de la ville. Donc lui, avec plein d'autres groupes, va militer pour que soit créé un service d'urbanisme à la Ville de Montréal. Il existait déjà une espèce de comité conseil qui était plutôt affilié à la Commission métropolitaine, donc l'organisme de collaboration intermunicipale depuis 1937. Et on va en partie importer le travail qui était assez embryonnaire, qui avait été fait
par ce comité qui n'avait pas vraiment, disons, d'employés permanents, pas de pouvoir spécifique. C'était des gens plutôt qui conseillaient les différentes villes, mais surtout la ville de Montréal dans leur mise en place des infrastructures publiques. Donc, le passage de la ville de Montréal va être déterminant. Donc, c'est plus un comité qui est à la commission métropolitaine, mais qui est à la ville de Montréal. Ça va impliquer plus de ressources, des employés en bonne et due forme, plus de responsabilités, mais en même temps, c'est un contre-coup qu'on aura peut-être le temps de discuter. C'est-à-dire que comme le service d'urbanisme est plus avec la commission métropolitaine, il est à l'intérieur de la ville-centre, bien là, la collaboration avec les autres municipalités, puis c'est une des choses qu'on voit, va devenir difficile, quoi. Il n'était pas nécessairement facile auparavant, mais là, le fait est que le service d'urbanisme est affilié à la ville de Montréal. Les villes en lieu à la fois sur l'île, puis bon, plutôt dans les années 60 à l'extérieur de l'île, ben, elles ne seront pas nécessairement très heureuses de voir que comme un service affilié à une ville veut faire des politiques ou aimerait faire des politiques qui pourraient s'appliquer à d'autres villes. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il y a deux choses. Les fonctionnaires vont devenir incontournables, puis en même temps, ça s'affilie à la ville-centre, puis là, ça implique des dynamiques un peu tendues avec les villes de banlieue, parce que l'urbanisme, on va le voir, ben, ça a l'ambition de faire des règlements qui ont valeur pour plus que les frontières municipales, puis le fait qu'ils soient affiliés à la ville de Montréal, ça va faire une espèce de tension avec les autres villes. Effectivement, donc le pouvoir Montréal versus Rive-Sud et aussi Rive-Nord éventuellement, on est toujours à l'intérieur de ça. Le titre du livre est franchement intéressant, donc vraiment en deux parties. Donc le titre principal, Réinventer Montréal, avec son sous-titre, donc ambition et revers. Donc on va revenir à cette question-là de l'ambition et des revers de nos trois urbanistes. Mais réinventer Montréal implique qu'il y avait déjà une invention de la ville. Montréal avait déjà été inventé. Donc, Montréal, avant la période des Trente Glorieuses, à quoi elle peut ressembler au niveau urbanistique et à la fin de la période qui est couverte par le livre, elle ressemble à quoi? C'est quoi les transformations principales qu'on a pu voir? Excellente question. Je dirais que la grande transformation, c'est le déplacement de la croissance vers les banlieues. C'est-à-dire, et là, les banlieues, c'est sûr que pour nous, les banlieues de nos jours, c'est vraiment les grandes couronnes. Au début de la période, les banlieues, c'est plutôt les banlieues sur l'île. Moi, je me suis un peu intéressé au développement de Ville d'Anjou, qui est créé au milieu des années 50 avec un plan d'urbanisme très strict. Donc ça, c'est comme les premières banlieues d'après-guerre sont sur l'île. Ensuite, rapidement, ils sont à l'extérieur de l'île, notamment aussi parce que les grandes traverses vont être construites durant cette période. Donc, ça favorise, par exemple, la croissance de Brossard par la suite. Donc, je dirais que jusque dans les années 50, Montréal est quand même une ville relativement concentrée sur l'île. Et c'est ça, en quelque sorte, la grande nouveauté que tentent de saisir les urbanistes que j'ai étudiés. C'est-à-dire que là, la ville croît, mais d'une manière qui la transforme. Puis le titre « Réinventer Montréal », c'est un peu le projet des urbanistes de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut reconsidérer comment on conçoit Montréal parce que son développement ne correspond plus à comment on envisageait traditionnellement la ville. Bon, André Lortie, dont j'ai glissé quelques petits mots tantôt, qui est un architecte qui s'est intéressé à l'urbanisme des années 60, parle d'un changement d'échelle dans les années 60. Il dit on passe d'une ville qui est conçue comme une ville relativement contenue à l'île à une ville métropolitaine, c'est-à-dire que la ville, c'est plus nécessairement la ville au sens des frontières administratives. C'est conçu comme une entité qui déborde largement les frontières administratives. Une illustration de ça, c'est qu'en 1951, le Statistique Canada crée un concept qui, de nos jours, nous apparaît absolument évident, qui est le concept de région métropolitaine de recensement. Ce concept statistique-là va évoluer un tout petit peu pour atteindre dans les années 60 un concept qui, en fait, n'a plus vraiment rien à voir avec les frontières administratives. C'est défini par des indices de densité de population et par des échanges sur le plan du navettage des habitants. Donc, une région métropolitaine de recensement, c'est une zone dans laquelle il y a un seuil de densité minimale, les villes contiguës, puis un navettage entre les villes. Donc, en quelque sorte, la région métropolitaine de recensement de Montréal a somme toute assez peu à voir avec les frontières municipales. Et les urbanistes de l'époque, c'est plutôt comme ça qu'ils vont proposer de concevoir la ville, c'est-à-dire comme une entité métropolitaine, bien plus que comme
administrative. Jean-Claude Lahaye, dans le rapport de la Commission provinciale d'urbanisme, va dire mot pour mot qu'il faut cesser de penser la ville dans les frontières administratives, mais il faut la penser comme une espèce de phénomène d'échange qui croît en continu, puis qu'on peut comprendre seulement en faisant des projections statistiques. Donc, ça va être un peu le projet des urbanistes d'essayer de faire passer une conception de la ville qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire une ville, c'est des échanges en termes de navettage, c'est une croissance dans l'usage du territoire, ainsi de suite. Donc, ils vont essayer de décomposer la ville en données statistiques pour essayer d'en faire une espèce de concept qui est plus conforme à ce qui arrive. Parce que l'espèce d'idée d'une ville concentrique qui se restreint à des frontières administratives, pour eux, c'est dépassé, c'est archaïque. Puis maintenant, la ville de Montréal, c'est autant les couronnes que, en quelque sorte, la ville-centre et l'agglomération sur l'île de Montréal. Effectivement, une ville, ça n'évolue pas en vase clos, donc elle est tributaire de ce qui l'entoure et de ce qui la compose. Dans le livre, tu tiens la posture suivante. Donc, tu es, et là je cite, « contre l'interprétation dominante selon laquelle l'urbanisme des 30 Glorieuses serait démesurément technophile et confisquerait le pouvoir de parler de la ville » et qu'en dramatisant la décomposition de l'objet urbain et en faisant de la définition même de la ville un problème, l'urbanisme crée un espace discursif ouvert dans lequel la technique se présente à la fois comme un problème et une solution. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage cette position qui est en décalage un peu avec l'historiographie dominante? Exact. Et là, je dirais que c'est comme la phrase dans laquelle j'essaie de synthétiser toute ma thèse de doctorat. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais comme vous l'avez dit, l'idée, c'est qu'il y a une critique qu'on va dire assez habituelle, qui fait des urbanistes de l'époque, disons des années 50-60, des personnes qui étaient pro-croissance, pour une espèce de tout à l'automobile, qui étaient en faveur d'une gestion de la ville très technocratique, très top-down. Bon, moi, mon point, c'est pas de dire que cette interprétation-là a tout faux, mais que la réalité historique est probablement beaucoup plus grise, nuancée qu'on laisse habituellement paraître. Et puis surtout que les urbanistes de l'époque, par leur action d'essayer de réinventer la ville, de la décomposer, ils sont en fait très ouverts à la critique, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument comprendre ce qui advient de la ville, puis par le fait même, ils sont ouverts au débat, c'est-à-dire qu'ils excluent a priori aucun argument. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit sur Jane Jacobs que j'ai utilisé pour illustrer ce mouvement. Bon, Jane Jacobs, c'est celle qui est considérée comme la grande critique de l'urbanisme, qui écrit son livre The Dead End Life of Great American Cities en 61. Mais en fait, il y a un historien qui a montré que le financement qu'elle a reçu pour écrire ce livre-là, puis ce qui a mené à l'écriture de ce livre, qui est en fait très critique des urbanistes des années 50, est en fait une forme de collégialité avec les urbanistes qui étaient très, très ouverts à son propos dans les années 50. Bon, après, ils ont trouvé que les a trahis, c'est un peu ce que Lewis Mumford va dire. Bon, ça devient très acrimonieux, les débats ensuite. Mais au départ, le point, c'est juste de dire que quand elle critique les premières interventions, elle dit, est-ce qu'on est en train de se tromper en faisant de la rénovation urbaine? Elle écrit dans une revue qui s'intitule le Architectural Forum. Tu sais, les urbanistes sont très ouverts à dialoguer avec elle. Un autre exemple qui montre que, en fait, les urbanistes vont être assez ouverts à la critique, puis qu'en fait, ils vont plutôt créer une espèce d'espace discursif où on débat de ce qui advient de la ville plutôt que, disons, fermer l'espace puis être les seuls qui parlent. Ouais, c'est l'évolution rapide de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Bon, c'est créé en 61. Au départ, c'est plutôt la vision de Jean-Claude Lahaye qui est dominante dans l'Institut d'urbanisme, c'est-à-dire une vision de l'urbanisme qui est très axée sur l'architecture. L'urbanisme, dans la vision de Lahaye, c'est plutôt une extension de l'architecture. Mais rapidement, il y aura d'autres approches plus basées sur une approche que moi j'ai associée à Blumenfeld, mais qui est aussi dominante aux États-Unis, c'est-à-dire plus basée sur l'analyse statistique, où on comprend le travail de l'urbanisme comme essentiellement un travail de projection statistique.
Puis rapidement, dans la deuxième moitié des années 60, donc ça fait même pas 6 ans là, que l'école est fondée, il y a une vision proche de l'animation sociale, de la sociologie politique, où là, on comprend plutôt l'urbanisme comme étant une espèce d'accompagnement des citoyens et citoyennes dans l'amélioration de leurs conditions de vie, qui va aussi prendre de plus en plus de place. Donc, il y aura une compétition entre ces trois manières de comprendre l'urbanisme au sein même de l'Institut, donc bien plutôt qu'avoir, disons, des gens qui sont fermés à la critique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de croissance des paradigmes, compétition des paradigmes. Puis peut-être juste pour terminer, pour ce qui est de la critique, on dit qu'ils seraient technophiles. C'est sûr que les urbanistes, jusqu'à un certain point dans les années 50, ne sont pas en train de critiquer la voiture parce qu'on n'a pas nécessairement une vision des conséquences néfastes que ça aurait pu avoir. En même temps, ils sont assez inquiets d'une place démesurée qu'auraient les nouveaux moyens de transport. Ils sont très loin d'être pour le tout à l'automobile. On aura le temps d'en parler, mais dans Horizon 2000, on propose un vaste réseau de transport en commun. Anne Blumfeld était en faveur de la gratuité du transport en commun. Donc, tu sais, c'est sûr que si on cherche les critiques de l'automobile qu'on fait aujourd'hui dans les documents des années 50, on ne la trouvera pas. Mais en même temps, c'est pas comme si, parce qu'il n'y a pas la critique qu'on fait aujourd'hui, ils sont nécessairement pour le tout à l'automobile. Au contraire. Non, effectivement, les silences peuvent parler aussi. Exact. Il paraît que c'est à cause des planètes, des étoiles, que ça va mal dans nos amours. Et s'il y a toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place, il paraît que la lumière d'une lointaine galaxie annonce ton anniversaire et le début d'un temps nouveau sous le signe du Verseau. C'est l'hiver à Montréal, mais dans la Nous sommes de retour en compagnie de Frédéric Mercure-Jolette autour d'une discussion sur son livre « Réinventer Montréal, ambition et revers de trois urbanistes des Trente Glorieuses ». Frédéric, dans la première partie du livre, tu concentres une bonne partie de l'étude à la question de la rénovation urbaine, notamment en lien avec, et je mets des guillemets, les taudis montréalais, qui vont devenir un enjeu urbain de premier plan dans l'après-guerre. Peux-tu nous en dire davantage sur cette période, puisque surtout sur ce que cela implique pour le développement de l'urbanisme à Montréal? Là, donc, on parle de la guerre aux taudis. Qu'est-ce qu'on entend par cette guerre aux taudis-là? Oui, excellente question. En fait, Montréal n'est pas nécessairement très singulière en ce sens-là. C'est-à-dire que la guerre aux taudis, c'est quelque chose qui va être... qui va exister à peu près partout en Occident à partir des années 20, qui va généraliser dans les années 30. Et l'impulsion de l'après-guerre va donner au pouvoir public des moyens pour mettre en œuvre des choses qui avaient déjà été théorisées ou proposées auparavant. Donc, dans le livre, je reviens un tout petit peu sur la période qui précède dans les premiers chapitres, notamment sur un document qui est fait par le Montreal Board of Trade en 1935 qui demande à la ville d'agir sur les taudis. On pourrait dire que la guerre aux taudis, c'est l'urbanisme correctif par excellence. Ce n'est pas nécessairement de la prospection, ce n'est pas nécessairement de la planification, c'est plutôt corriger les méfaits liés à l'urbanisation non planifiée au centre puis dans les quartiers ouvriers. Le résultat de ces revendications, notamment du document de 1935, ça va être qu'il va y avoir un comité qui va être créé au milieu des années 50 qui va donner naissance au plan d'Auzois. Ce plan d'Auzois est déposé en 1954, qui lui-même va donner naissance aux habitations Jeanne-Mance qui sont construites à partir de 1956. Il y aurait beaucoup à dire, c'est-à-dire que ça a été un grand débat. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce plan d'Auzois? On pourrait même penser que c'est une des raisons, voire la raison principale pourquoi Drapeau perd les élections. Ces seules élections qu'il va perdre en 1956 qui s'opposent au plan d'Auzois.
Dauzois, c'est quelqu'un qui va être assez proche de l'Union nationale. Il va même devenir ministre de l'Habitation. Donc, il est disons, bien équipé pour défendre ses idées face à Jean Drapeau, qui va perdre des élections. Il va même dire qu'ils ont été volés. Bon, il y aura toute une espèce de... Donc, en quelque sorte, Trump n'a rien inventé sur le vol des élections. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on tend à oublier. Mais laissant ça de côté, le point, c'est de dire que la guerre autodie, ça va être en quelque sorte le sujet chaud de, on va dire, 1930 à 1950 ou à peu près. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de place à d'autres considérations quand on parle d'urbanisme. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est la misère humaine. C'est à échelle que ce qu'on peut imaginer de nos jours. Là, on parle de gens qui habitent à 2-3 familles dans des tout petits logements qui sont absolument insalubres, où le taux de mortalité est élevé. Puis il y a aussi des enjeux liés à la délinquance, la criminalité. Cela étant dit, Hans Blumenfeld, sur lequel je me suis beaucoup penché, lui, est très, très, très critique de tout ce qu'on a fait en termes de guerre autodie. Pourquoi? Parce que, très simplement, lui va dire démolir des maisons quand, en fait, on en manque. Ça peut jamais être une bonne solution parce qu'à très court terme, l'effet va toujours être d'avoir moins de logements. Donc, il faut toujours commencer par construire davantage plutôt que de démolir des maisons. On lui va expliquer ce réflexe qu'on a eu des années 30 jusqu'à la fin des années 50 de détruire des pans de villes au complet par une espèce de dégoût irrationnel. On va dire, en fait, il n'y a rien de scientifique à ça. Les gens étaient en quelque sorte dégoûtés par ces quartiers ouvriers-là, puis tout ce qu'ils voulaient, c'était les détruire le plus rapidement possible. Donc, pour lui, ça va être une très mauvaise manière de pratiquer l'urbanisme. En même temps, c'est comme les premières grandes réalisations de l'urbanisme. Donc, l'urbanisme montréalais va rester attaché à ça juste parce que le plan Dauzois, les habitations jeunes, c'est comme des premières actions publiques qui est faite dans le domaine de l'urbanisme. Blumenfeld va essayer d'en faire une espèce de récit un peu nuancé, où dire, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ils étaient dégoûtés par ça. Ce qu'il faut, c'est faire une action un peu différente maintenant. Paul Dauzois, qui revient au gouvernement après le retour de l'Union nationale, lui aussi va demander un peu d'indulgence. Il comprend qu'il y a plein de critiques qui sont faites au plan Dauzois, mais il va dire c'est le mieux qu'on pouvait faire. Puis l'autre grande critique qu'on va faire à la guerre autodie, c'est de dire que le gouvernement fédéral, un peu comme aux États-Unis, va donner beaucoup d'argent pour ces projets-là, ce qui va faire que là, les villes sont comme un peu mal pris. Il faut qu'ils fassent des projets rapidement pour essayer d'avoir ce financement-là. Ça va vouloir dire boucler un peu à la va-vite des démolitions. Donc, il y a tout un débat à faire sur ce qui s'est passé avec la guerre autodie. Sur le plan de l'imaginaire, pour les critiques comme Jane Jacobs dans les années 60, ils vont utiliser beaucoup ces images de guerre autodie pour dire, vous voyez bien, les urbanistes de l'époque, ils avaient une vision démesurée de leur expertise, ainsi de suite. Mais en même temps, c'est pas comme si tous les urbanistes étaient d'accord avec ces démolitions-là. C'est un peu ça que j'essaie de montrer dans le livre. Effectivement, et c'est très bien fait d'ailleurs. Donc, tu viens de parler du plan Dauzois, donc Paul Dauzois de son nom complet. C'est probablement un des plans urbanistiques avec lequel on est les plus familiers quand on parle de l'histoire de l'urbanisme à Montréal. Mais dans le livre, il y a un autre document qui revient à plusieurs reprises. Puis, document, c'est un grand mot. Mais il s'agit de Horizon 2000 parce qu'en fait, ça se résume en plusieurs études ramassées dans une espèce de diaporama psychédélique d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est pour ça que document, c'est un petit mot parapluie ici. Mais donc, Horizon 2000, qu'il s'agit d'une sorte de plan témoin pour la région montréalaise. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce plan-là? Son impact sur le développement urbanistique de Montréal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la ville, ce plan-là? Mais oui, et aux auditeurs, si vous pouvez chercher rapidement Horizon 2000 et trouver ça en ligne, ça vaut la peine d'être écouté. Ouais, je suis absolument d'accord. Il a été mis par les archives de la Ville de Montréal sur YouTube. Puis, ce qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est une espèce de projection par un diaporama de quatre diapos en même temps. Il y a des illustrations de Vittorio, donc l'illustrateur très connu montréalais qui a été embauché par le service d'urbanisme de la Ville de Montréal pour faire des images. Je dirais que quand on compare le plan Dauzois et Horizon 2000, c'est drôle parce que le plan Dauzois, lui, il donne une conséquence très claire.
et il va donner naissance aux habitations logements, c'est-à-dire on rase plusieurs îlots d'habitation ouvrière, puis on met un projet d'habitation à loyer modique. Horizon 2000, c'est beaucoup plus flou, les conséquences. En même temps, du point de vue des urbanistes comme Blumenfeld, comme la plupart des urbanistes du service de la Ville de Montréal, c'est Horizon 2000 le vrai travail des urbanistes. Le plan d'Auzois, il y avait somme toute très peu d'expertise qui était en quelque sorte coalisée dans ce plan-là. C'était plutôt une espèce de truc où il fallait faire de la rénovation urbaine. Horizon 2000, on a des dizaines et des dizaines de documents techniques préalables, c'est-à-dire plein d'études sur la circulation, sur la démographie, sur l'évolution des ménages, sur le devenir, on va dire, monofamilial des ménages, c'est-à-dire que la cohabitation des familles, ça va cesser. Ça veut dire qu'il y aura plus d'espace occupé par habitant des villes. Il y a comme toute une série, il y a des comparaisons avec les autres villes qui sont faites pour voir comment Montréal va évoluer. C'est un plan qui finalement va avoir, somme toute, peu de résonance dans la sphère politique. Pourquoi? J'ai commencé à en glisser mot tantôt, c'est-à-dire que un des mandats que se donne le service d'urbanisme, puis le contexte est très particulier, c'est un contexte qui peut à peu près plus exister, en tout cas qui est difficile à imaginer. On est au début des années 60, 61, Claude Robillard, donc personnage très important qui arrive à la tête du service d'urbanisme. Puis là, dans les années subséquentes, on annonce qu'il va avoir Expo 67, Drapeau, il y a un influx d'argent dans les services de la Ville de Montréal en prévision de cette exposition. Donc, le service d'urbanisme qui, depuis au moins 41, sa création, veut faire un grand plan métropolitain. Là, il y a en quelque sorte enfin plus de moyens pour faire des études, pour réaliser ce grand plan métropolitain qui mène à cette présentation pendant l'expo où on projette à la Place des Arts une nouvelle salle, soit dit en passant, cette présentation audiovisuelle de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air la Ville de Montréal en l'an 2000. Donc là, on va faire une espèce de synthèse de qu'est-ce qui pourrait arriver, puis on va faire différents scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive si Montréal se développe sans aucune planification. Là, on compare avec des villes de la côte ouest américaine, notamment de Californie, hyper fragmentées, où les services coûtent très cher à octroyer parce que les quartiers sont très morcelés, donc le raccordement des eaux, des systèmes de traitement des eaux, d'aqueducs deviennent très coûteux parce qu'il n'y a pas de cohérence dans le développement urbain. S'il n'y a pas de planification, c'est ça que ça va donner. Donc là, on a Vittorio qui fait des petites images. S'il y a trop de spéculation, il y a comme des oiseaux de malheur qui vont manger le territoire. Ça fait comme un espèce de document qui est, somme toute, très particulier, bizarre jusqu'à un certain point, mais en même temps, c'est un plan qui est extrêmement riche sur le plan des propositions de politique publique. On propose qu'il y ait ce qu'on va appeler à l'époque un express métropolitain, donc un peu basé sur ce qui se met en place à Paris, c'est-à-dire un réseau de chemin de fer qui va desservir la banlieue. Les urbanistes de la Ville de Montréal, à l'époque, aimeraient que le métro soit élargi aux autres villes. Ça, c'est un débat qu'on a peu oublié. Dale Gilbert a fait des recherches pour montrer qu'en fait, le service de la Ville de Montréal, au départ, aurait préféré que le métro aille dans les villes de banlieue, au moins sur l'île de Montréal, mais le trajet initial a été restreint en partie parce que Drapeau ne voulait pas partager la gestion du métro avec les villes de banlieue. Donc, c'est pour ça que la seule station en banlieue, ça va être à Longueuil, qui est un peu une conséquence du choix du site de l'expo. Sinon, tous les autres endroits, ça arrêtait, notamment dans l'ouest, au parc Angrignon, ça arrêtait juste avant le parc. En fait, on avait du développement urbain juste de l'autre côté. Pour les urbanistes, tout ça était absolument abominable. Puis dans l'horizon 2000, on voit leur vision de qu'est-ce que ça aurait pu être. Protection des espaces verts, des terres agricoles sur la rive sud. Donc, il y a tout un ensemble. Puis aussi, tout le développement urbain, ils proposent qu'il soit fait le long des routes de transport en commun, le rond, qui est une espèce de bizarrement, une espèce de transit-oriented development dont on parle beaucoup depuis 20 ans, mais eux, ils en parlent sans utiliser le concept déjà en 68. Mais comme je l'ai dit, les villes de banlieue ne sont pas très chaudes à se faire dire quoi faire par un service qui est à la ville-centre. Donc, somme toute, c'est un plan qui va avoir peu de conséquences politiques directes, mais qui va demeurer une référence pour tous les praticiens. Les spécialistes le connaissent très bien dans les années 60. Il est discuté un peu partout. Donc, il va informer quand même, je pourrais dire, l'imaginaire professionnel de l'urbanisme montréalais, sans nécessairement qu'il y ait des conséquences précises de cette espèce de synthèse de qu'est-ce que pourrait avoir l'air Montréal en l'an 2000. Effectivement.
Ça représente en fait l'aspect visuel de Horizon 2000 représente aussi un peu l'effervescence montréalaise à cette époque-là. Donc, c'est les débuts de l'audiovisuel. Donc, on voit qu'on s'essaie aussi avec un nouveau médium, peut-être pour parler davantage à la population et pas nécessairement juste à la classe politique. Euh, on va entrer dans la vie, en fait, ouvrir la fenêtre sur les trois protagonistes du livre. Donc, Hans Blumenfeld, Jean-Claude Lahaye et Claude Robillard. De ces trois personnages-là, en fait, Hans Blumenfeld, c'est peut-être celui, en tout cas de mon propre aveu, celui que je connaissais le moins, dont j'avais le moins entendu parler. Donc, peux-tu nous dire, tu nous as glissé quelques mots sur l'homme et sa vision, mais peut-être en quelques phrases, de résumer sa position urbanistique et dans la pratique de l'urbanisme, en fait. Je vais essayer d'être bref, mais ce ne sera pas facile parce que s'il y a une chose pour laquelle je me suis enthousiasmé dans ma recherche, c'est ce personnage, cette personne de Hans Blumenfeld. Il est à peu près inconnu dans l'espace public montréalais, québécois, même canadien à un certain point, mais dans les années, disons, deuxième moitié des années 50, années 60, c'est probablement une des personnes les plus connues dans les milieux spécialisés de l'urbanisme au Canada. C'est un personnage plus grand que nature quand on s'y attarde. En fait, sa biographie, son autobiographie, c'est un peu une histoire du 20e siècle parce que c'est quelqu'un qui naît en Allemagne, c'est un juif communiste allemand, donc tout de suite, si on entend ça, on se dit que sa vie a probablement été mouvementée. Il part en URSS dans les années 30 parce qu'il est enthousiaste face aux communistes. En même temps, c'est quelqu'un, puis c'est dur à se dire est-ce qu'il fait une reconstruction a posteriori dans son autobiographique, mais il dit que dès le début, lui, l'architecture, il s'est rendu compte que ça ne l'intéressait pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne se trouvait pas très bon en dessin, il ne pensait pas qu'il était capable de dessiner des bâtiments. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt une espèce de discussion publique sur l'avenir des établissements humains. Donc, ce qui à l'époque on appelait le town planning, le city planning, qui est l'urbanisme, c'est ça qui s'est avéré ce qui l'intéressait le plus. Il est de gauche, il a une sympathie socialiste communiste et les villes nouvelles en URSS, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup parce qu'on est vraiment dans la planification, dans la croissance démographique, une espèce de mettre ensemble la planification sur la gestion des ressources d'un État et le développement urbain. Donc, il s'en va en URSS. Puis là, il nous raconte, encore une fois, on a juste son témoignage à lui, fait que c'est difficile de voir comment ça s'est passé, mais il a eu peur pour sa vie, notamment suite au début des purges staliniennes. Donc, il quitte l'URSS, il réussit à retourner en Europe, mais en même temps, c'est la montée du nazisme, il ne veut surtout pas retourner en Allemagne. Il s'en va travailler aux États-Unis, il va travailler dans des grandes villes. On parle de New York, Philadelphie. Philadelphie, il faut savoir que c'est une ville qui fait de la rénovation urbaine de manière un tout petit peu moins, on va dire, chirurgicale que les grandes villes occidentales. Une méthode qui va être applaudie, soit dit en passant, par la revue au travail Jane Jacobs de l'Architectural Forum. Donc, lui, il est là, il est à Philadelphie à la fin des années 30, début des années 40. Puis ensuite, on va lui demander, dans les débuts des années 50, de prendre le serment de loyauté parce qu'il y a le macartisme aux États-Unis, puis lui, il est connu comme étant un communiste. Et il va refuser de prendre ce serment de loyauté-là. Il va écrire dans les journaux pour dire que les États-Unis sont en train de gâcher leur héritage de terre d'accueil, qu'ils vont s'aliéner une partie de l'expertise internationale, puis il fuit au Canada. Il va travailler à Toronto d'abord en 54, 55. L'organe de planification métropolitaine à Toronto, qui est une nouveauté, vient d'être créé. Puis lui, il va être engagé donc à Métro Toronto pour faire de la planification métropolitaine, qui, soit dit en passant, va planifier l'urbanisation très importante du Grand Toronto dans les deuxième moitié des années 50-60. Donc, c'est là où une grande partie de la croissance démographique canadienne se trouve. Donc, c'est quand même pas rien. Puis ensuite, il va venir travailler à Montréal, mais pas vraiment travailler. C'est-à-dire que là, il commence à être âgé. Il est né en 1892. Il a déjà vécu beaucoup. Puis il y a deux urbanistes de la ville de Montréal qui vont essayer de lui tirer la manche pour qu'il vienne travailler à Montréal. Mais il va refuser de devenir un permanent. Il va plutôt être un conseiller. L'histoire veut qu'ils viennent pendant 15 ans ou à peu près à partir du début des années 60 à Montréal, environ 1 à 2 fois par mois à raison de quelques jours pour conseiller les urbanistes de la ville de Montréal. Bon, il va notamment s'impliquer dans le projet Horizon 2000. C'est clair, il participe à la réalisation de plusieurs études techniques.
Puis, dans la deuxième moitié des années 60, il va aussi s'impliquer dans un projet de rénovation urbaine de la Petite Bourgogne, où il va essayer que ce projet-là soit très différent de celui du plan d'Auzois. Puis ça va être une personne qui va continuer d'impressionner ses collègues. Bon, j'ai plein d'anecdotes qui m'ont été racontées sur lui. J'en raconte juste une parce que c'est quand même amusant. Il y a un des urbanistes que j'ai rencontré qui m'a dit vous savez, Blumenfeld, à l'époque, il était âgé, il avait plus de 70 ans, quasiment dans la deuxième moitié des années 60. Puis des fois, il s'endormait en plein milieu des réunions. Une personne âgée, qui 4 heures de l'après-midi, on a parlé beaucoup. Puis à la fin, il se réveille. Il fait 2 phrases, c'est les 2 phrases les plus intelligentes des 2 heures qu'on a parlé, puis tout le monde est en absolue admiration devant le vieux bonhomme. Donc, c'est pour dire un peu l'espèce d'effet qu'il faisait aussi sur les gens. Il y avait une érudition, une connaissance des villes étrangères. Il va voyager beaucoup. Il va même être envoyé spécial en Israël pour faire de l'urbanisme là-bas. Donc, c'est quelqu'un pour lequel il y a très peu de frontières, finalement, dans son expertise. Effectivement, quand on étudie les 3 urbanistes dans le livre, on se rend compte que Blumenfeld est celui qui a la plus grande présence internationale, en fait, comparativement. Puis on va y venir à Claude Robillard, qui est peut-être le plus montréalais des 3. Jean-Claude Lahaye, lui, on le connaît de nom, on l'associe peut-être davantage à la mise en place d'institutions liées à la pratique de l'urbanisme, n'est-ce pas? Exact. En même temps, c'est quelqu'un qui, contrairement aux 2 autres, a une pratique privée. C'est-à-dire que Jean-Claude Lahaye, il est formé en architecture. En fait, il va à la Graduate School of Design de Harvard, puis au retour, il fonde un cabinet privé en parallèle de son action de conseiller auprès des gouvernements québécois successifs. Donc, il est aussi très connu pour son travail au Complexe des Jardins puis sur le campus de l'Université de Montréal. C'est sa firme qui va réaliser le Complexe des Jardins puis une partie de la rénovation du campus, donc la version un peu plus moderne du campus de l'Université de Montréal, le garage Louis-Collin, ainsi de suite. C'est une personne, Jean-Claude Lahaye, qui est aussi fascinante. Bon, j'ai peut-être personnellement un peu moins de sympathie pour son travail, mais en même temps, l'objectif du livre, c'était de faire la reconstruction la plus neutre possible de ses idées et de comment il a œuvré pour mettre en place les institutions d'urbanisme au Québec. Bon, encore une fois, un peu comme Hans Blumenfeld, le récit qu'on a de Jean-Claude Lahaye, c'est principalement par le récit qu'il fait de lui-même. Ceci dit, contrairement à Hans Blumenfeld écrit une autobiographie, puis là, on a comme son récit de A à Z. Jean-Claude Lahaye, c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui, dans les années 60, était beaucoup dans les médias. Donc, on a beaucoup d'entrevues qu'il a fait dans les médias parce qu'à ce moment-là, il était un peu comme le tribun par excellence qui venait parler dans les médias des bienfaits de l'urbanisme. Puis à chaque fois, il faisait un peu son récit de comment il en est venu à l'urbanisme. Donc, par ces différentes entrevues, on peut reconstruire son récit. Il nous dit qu'il vient d'origine, qu'il a des origines modestes. Il se prétend être un espèce de self-made man. Il dit qu'il est allé au Collège Sainte-Marie à Montréal grâce à la charité, que c'est grâce à, en quelque sorte, sa force de caractère qu'il a été admis à la Graduate School of Design de Harvard, qui est un peu son rêve, parce qu'en 1949, il sera allé rencontrer le doyen à l'époque, George Holmes Perkins, en lui disant qu'il voulait absolument entrer. Ce qui est important, c'est quand il revient au Québec, au début des années 50, avec son diplôme, il est un des seuls francophones à avoir un diplôme d'une grande université de la côte est américaine, où il y a planning dans le sous-titre de son diplôme. Donc, ça lui permet des entrées au ministère des Affaires municipales. Il devient conseiller du sous-ministre. En parallèle, il fonde son cabinet privé. Moi, j'ai repris l'expression qui a été repérée par Pierre-Yves Saunier chez certains réformateurs qui ont mis en place la science de l'administration publique. Il parle de Mickey Mouse jouant des 2 côtés du filet. Jean-Claude Lahaye, il a clairement ça. Puis en fait, il s'en cache même pas. C'est ça qui est fascinant. Un peu comme les personnes étudiées par Pierre-Yves Saunier. Dans une entrevue avec Pierre Bourgault pour mousser la fondation de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Il rappelle que certaines personnes l'ont critiqué parce qu'il fait travailler ses étudiants sur le plan d'urbanisme, je pense, de la ville de Saint-Jérôme, que sa firme est en train de faire. Puis là, il dit, là, vous voulez que je les fasse travailler sur quoi? Ces gens-là travaillent sur ce qu'il y a de plus concret dans la pratique de l'urbanisme, donc il n'y a pas de problème à ça.
Bon, et en même temps, c'est quelqu'un qui conseille le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, de faire de la rénovation urbaine. Puis c'est lui qui a le contrat pour réaliser le complexe des jardins qui va être construit sur de vastes îlots qui ont été arasés. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est partout. Ceci dit, moi, ce que j'ai étudié surtout, c'est comment il a réussi à mettre en place des institutions d'urbanisme parce que c'est lui qui est là pour, disons, les 3 grands projets, la création de l'Institut d'urbanisme, l'ordre professionnel en 63 et la grande commission d'enquête qui est lancée même année, donc 61, qui va mener un rapport quand même beaucoup plus tard, dans 68, et qui va jusqu'à un certain point être le principal antécédent qui va mener à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que ça va prendre du temps, c'est-à-dire c'est 79. Ça fait partie de ses déceptions. Bon, il faut comprendre aussi que lui est plus proche du Parti libéral, donc le retour de l'Union nationale au pouvoir dans la deuxième moitié des années 60, ça ralentit beaucoup son travail de conseil pour avoir une loi cadre comme la loi sur l'aménagement qui sera passée seulement en 79. Mais il y aurait beaucoup à dire sur Jean-Claude Lahaye. C'est sûr que c'est moins montréalais, ceci dit. C'est plutôt sur les institutions québécoises que sur Montréal comme tel. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est essentiel pour comprendre comment on structure les institutions liées à l'urbanisme dans les années 60 au Québec. Ouais, puis c'est fascinant de voir en fait à quel point le discours urbanistique est lié au discours politique, là. Il y a vraiment, c'est imbriqué les uns dans les autres. Claude Robillard n'est pas qu'un centre sportif. Il est en fait un urbaniste bien connu et comme je disais, là, c'est probablement le plus montréalocentriste des 3 qui sont étudiés dans le livre. Qu'est-ce que sa pratique va apporter à l'urbanisme de Montréal? La chose la plus importante, c'est une notoriété à la fonction publique montréalaise et au service d'urbanisme de la Ville de Montréal. C'est un personnage qui est très, très, très respecté, qui est très impliqué dans la philanthropie, les sociétés privées à Montréal. Donc, le voir à la tête du service d'urbanisme de la Ville de Montréal en 61, ça donne une espèce de prestance. C'est quelqu'un qui est capable aussi de tenir tête à Jean Drapeau. Ils sont peu de gens, donc dans les échanges de lettres qu'on peut trouver, on se rend compte qu'il n'est pas du tout déférent comme la plupart le sont avec Jean Drapeau. Donc, ça donne une espèce de notoriété, de capital. Bon, en sciences sociales, on parle parfois de capital réputationnel quand une personne avec une grande réputation dirige des services publics. Donc, ça donne ça. C'est quelqu'un qui est formé d'abord en ingénierie, mais qui va à l'Université McGill, mais qui va rapidement entrer à la Ville de Montréal en 1945, qui va devenir un directeur du service des parcs en 1953, qui va toujours mettre de l'avant l'importance des parcs et des infrastructures publiques, d'où le nom qu'on a donné au centre Claude Robillard. C'est lui qui va, en quelque sorte, piloter tout le lancement du projet Horizon 2000. Il ne sera pas là pour la fin. Pourquoi? Parce qu'il quitte prématurément le service d'urbanisme. 2 choses, il est en brouille avec Jean Drapeau et il commence à être malade. C'est quelqu'un qui était somme toute assez discret. Je n'ai pas trouvé de témoignages précis sur sa vie personnelle. Donc, bizarrement, c'est comme un peu le plus connu des 3, mais c'est celui dans ses archives personnelles. Il n'y a pas grand-chose sur sa vie personnelle. On ne sait pas exactement comment il vit les 3-4 dernières années de sa vie parce qu'il meurt prématurément en 68, est-ce qu'il est très affecté, ainsi de suite. Puis l'autre chose très importante qu'il apporte dans le monde de l'urbanisme, Claude Robillard, c'est un lien avec le monde des arts. Claude Robillard, il va rester toujours proche. Donc, au début de sa vie, il raconte, ça on le sait, qu'il hésite entre une carrière plus littéraire puis une carrière plus technique. Et il va rester proche du milieu littéraire. Il va notamment fonder le Théâtre de la Roulotte avec Paul Buissonneau, donc le théâtre extérieur. D'où l'idée qu'il est pour un service des parcs, des infrastructures extérieures. Il va être le premier directeur général de la Corporation de la Place des Arts. Donc, quand je disais qu'il s'implique beaucoup, donc c'est quelqu'un qui est très, très proche du monde des arts. Donc, il va amener à la fois la notoriété puis une espèce de liaison entre un milieu plus technique, le monde de l'urbanisme et le monde des arts. Il va aussi s'impliquer au début dans Expo 67 avant de se brouiller avec Jean Drapeau. Certains pensent que c'est même lui qui aurait proposé le thème Terre des hommes parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Saint-Exupéry, mais là, je ne vais pas m'avancer sur si ça vient vraiment de lui. Mais en tout cas, il était dans les comités aviseurs qui proposaient des idées sur Expo 67. Donc, c'est quelqu'un qui était dans plusieurs milieux en même temps et qui était extrêmement respecté par l'administration de Jean Drapeau.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Mercure-Jolette autour d'une discussion autour de son livre Réinventer Montréal, ambition et revers de 3 urbanistes des 30 Glorieuses. Donc, un petit peu plus tôt dans l'émission, on a abordé le titre principal, donc Réinventer Montréal. On va passer maintenant au sous-titre. Donc, ambition et revers de 3 urbanistes des 30 Glorieuses. Donc, on a vu nos 3 urbanistes. Hans Blumenfeld, Jean-Claude Lahaye et Claude Robillard, les 30 Glorieuses, donc de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70 environ. Mais donc, ambition et revers, ça veut dire que ces personnes-là avaient des ambitions pour leur pratique, des ambitions personnelles, mais aussi des ambitions pour la pratique de l'urbanisme et qu'ils ont fait face à des revers. Donc, quels seraient les plus grands legs que chacun a laissés et à quel genre de revers ont-ils pu faire face, en fait? Je dirais que le plus évident, c'est Jean-Claude Lahaye, lui, un legs sur les institutions, c'est-à-dire que la création de l'Institut d'urbanisme, de l'ordre professionnel, c'est 2 choses qui sont indéniables sur le plan de son action. C'est pas nécessairement dire que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas existé, mais c'est lui qui a été un des principaux promoteurs de la fondation de l'Institut d'urbanisme et la création de l'ordre professionnel. Blumenfeld, c'est plus diffus, je dirais, son legs, parce que c'est quelqu'un qui avait une action un petit peu plus discrète. Donc, il y a une conception de l'urbaniste ou de la pratique de l'urbaniste qui est très forte chez Blumenfeld, puis je pense qu'il a marqué tout le monde qui l'a côtoyé. Il y a eu des colloques qui ont été organisés en son honneur à la fin de sa vie, où tous ses anciens étudiants, ses jeunes collaborateurs, parce qu'il faut dire que quand il arrive au Canada, il y a déjà 60 ans, donc tout le monde avec lesquels il interagit sont ou à peu près plus jeunes que lui, donc ils sont marqués. Donc, je dirais que sa conception de l'urbaniste plutôt scientifique, basée sur une connaissance statistique de la ville, ça va marquer les esprits, puis c'est un legs. Robillard, c'est plutôt sur le modèle du fonctionnaire, une espèce de conception de la fonction publique comme étant des gens qui sont une très grande probité, qui peuvent tenir tête au gouvernement local. C'est pas nécessairement des choses qu'on voit beaucoup de nos jours, mais appelé à, disons, l'héritage de Robillard pourrait permettre peut-être à certains directeurs de services, directrices de services d'être un petit peu plus, disons, opiniâtres dans leur interaction avec la mairie. Pour ce qui est des revers, la chose très, très importante, c'est que à la suite de la loi sur l'aménagement de 1979, il y aura une forme de bureaucratisation du travail des urbanistes, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des gens qui... Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on oblige les villes à avoir tous des services d'urbanisme à partir de 79. Ça va faire qu'il va y avoir beaucoup plus de gradués à l'Institut d'urbanisme. On va créer le baccalauréat à l'UQAM aussi. Et ça ne fera pas nécessairement ce que Lahaye aurait voulu, c'est-à-dire une espèce de escadron de personnes innovantes qui viennent en quelque sorte donner une vision d'avenir pour les villes. Ça va plutôt être des techniciens et techniciennes qui travaillent au jour le jour à l'émission de permis, à l'application des règlements, ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun des 3 qui aurait espéré que ça devienne ça, l'urbaniste. Il y avait une vision beaucoup plus, on va dire, grandiloquente du travail des urbanistes, de faire des grands plans, innover sur la conception de la ville. Puis malheureusement, c'est pas ça qui va arriver dans les institutions, ou en tout cas, c'est pas la chose qui arrive d'abord et avant tout. Si on va juste un tout petit peu dans le détail 2 secondes, Lahaye n'est pas très heureux de ce qui se passe à l'Institut d'urbanisme dans la deuxième moitié des années 60. Il est contre, disons, le virage participatif, sociologique de l'enseignement à l'Institut. Il va le dire explicitement, puis il va un peu se dégager de l'Institut dans les années 70. Il est à peu près absent. Robillard, il quitte parce qu'il trouve que l'administration Drapeau ne respecte pas assez l'autonomie du service de la Ville de Montréal. Donc, il y a un revers là, ça n'a comme pas marché, sa confrontation avec Jean Drapeau. Puis Blumenfeld, il n'est pas très content sur le fait que la critique de la rénovation urbaine a amené des nouveaux dogmes. Lui, il parle de Jane Jacobs comme quelqu'un qui était très, très, très pertinente, mais qui, en même temps, quand elle parle de protéger les quartiers ouvriers, c'est devenu comme une espèce de dogmatisme où, en fait, c'est assez secondaire pour lui parce qu'en fait, l'essentiel se passe en banlieue. Donc, c'est bien beau parler disons, de la restauration des quartiers ouvriers, mais on gomme l'essentiel de la croissance urbaine où il faut réfléchir. Puis c'est comme s'il trouvait que on avait à faire face à des nouveaux dogmes où il faut absolument construire la ville en périphérie comme les quartiers ouvriers. Quand c'est impossible, les quartiers ouvriers, ça fait 100 ans qu'ils existent. On ne va pas construire de la banlieue comme ça n'aura pas tout de suite cette histoire-là. Donc, c'est comme si on faisait l'impasse sur le principal problème auquel on fait face présentement, qui est construire des milieux de vie en banlieue. Voilà.
Merci beaucoup pour cette très extensive intervention sur l'urbanisme à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'urbanisme montréalais ou de la gestion de la métropole que tu souhaiterais aborder dans de futures recherches? Tu as mentionné notamment quelques femmes, mais donc mais elles sont presque absentes du livre. Est-ce que ça serait peut-être une avenue à explorer dans des projets futurs? Excellente question. Puis je pense que c'est une critique qui est légitime. J'aurais pu inclure, comme je l'ai dit au tout début, un chapitre sur Blanche Lemko. Je dirais que l'approche que j'utilise récemment, c'est plutôt de laisser un peu de côté les personnes pour parler plutôt des projets, des villes, ainsi de suite. Donc, malheureusement, c'est pas l'approche que je vais privilégier. Je n'ai glissé mot tantôt que c'est plutôt l'étude des banlieues à laquelle je m'attarde depuis, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de post-doctorat où j'ai étudié comment les considérations environnementales émergent en banlieue depuis les années 80, notamment sur la Rive-Sud, protection des espaces verts, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt ça que je fais. Mais c'est sûr qu'étudier davantage la place des femmes en urbanisme, ça me paraît une avenue importante. Cependant, ce n'est pas nécessairement celle que j'emprunte dans les dernières années. Aucun souci. Frédéric Mercure-Jolette, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Je rappelle que le livre est disponible partout pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient en apprendre davantage sur le sujet parce qu'on a vraiment effleurer le sujet. Il faut prendre le temps de lire le livre pour aller un petit peu plus en profondeur. Et nous remercions, comme à l'habitude, Antonin Wyss à la captation de l'émission. Merci à toi, Frédéric, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une prochaine édition de Notre Histoire en tête. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.